Donc je prétends que montrer les livres voilés, c'est donner accès à leur réalité. Pour enfoncer le clou, je voile les livres que je montre, que je sors du trésor de la bibliothèque, les livres qui concernent en grande partie quelque chose qu'on pourrait imaginer être le fondement d'un aspect de l'œuvre de Byers, qui était la référence à la sagesse antique, en tout cas sur le platonisme. Donc j'ai pris des livres qui constituent une partie du corpus de l'humanisme, disons, mais présenté voilé, pas complètement, pour qu'on aperçoive qu'on est quand même dans la suggestion pas complètement frustrante, j'espère. Et voilà. Et ça permet peut-être de faire un voyage à l'intérieur de ces questions difficiles à résoudre. J'ai trouvé cet artifice de parler de ce que j'aimerais faire et qui ne peut pas être fait parfaitement. Cette tension vers quelque chose d'infaisable, elle est, elle, créatrice. Je pense que c'est de cette façon qu'on s'occupe de ce qui nous occupe. C'est parce que c'est pas possible. C'est ce qui me fascine chez par exemple, Melville dans Moby Dick. Hein, c'est cette chose blanche qui barre la vie, comme ça, qui barre le sens de la vie, qui est impossible, infaisable, qu'on poursuit quand même, en sachant que c'est... Puisqu'il s'agit de convoquer à la fois l'écrit en tant qu'objet du livre, et l'image qui n'a pas lieu, qui n'a rien à voir avec un texte, soi-disant. Bon, en fait, convoquer les deux, c'est convoquer une réunion impossible. Il vaut mieux être conscient de ça et le dire, et dire ce que je vous donne, ce que je peux vous proposer, c'est ma tentative de résoudre quelque chose qui ne sera pas résolu. Mais c'est le chemin vers cette résolution impossible qui est intéressant. C'est notre lot humain, tout simplement. Et c'est valable à d'autres niveaux que celui du problème... Enfin, ça concerne d'autres problèmes que celui du livre d'artiste, évidemment. On comprend bien assez rapidement qu'on parle d'autre chose en prétendant parler du livre d'artiste et de l'impossibilité qu'il y a, comme disait plutôt Pascal Quignard, des relations que le texte et l'image n'entretiennent pas, tout simplement. Mais le fait est que William Blake, par exemple, c'était le point de départ de beaucoup de gestes et même de choix que j'ai fait, de vivre à la campagne dans une maison plus ou moins solitaire avec une presse et imprimer mes propres livres et les vendre et voir ce que ça fait. Ben, ça fait 30 ans que ça dure. Ça, c'est la première version de ma Malcolm. La deuxième, c'est comme celle-ci. Alors, c'est exactement la même maquette, hein, il y a peu de choses qui diffèrent. Là, le même texte, il y a juste un détail ici qui apparaît différemment. Et là, c'est une partie du texte aussi qui est copiée. C'est un bouquin énorme. J'ai essayé d'en faire une réduction. Par exemple, le livre il est fait de 12 chapitres, et j'ai le projet d'en faire 12 petits livrets comme ça qui rendent compte chacun d'une façon d'appréhender le livre en tant qu'objet littéraire impossible. Il se trouve que ce petit avion, c'est exactement un morceau reproduit du premier livre que j'ai fait en 1975 en revenant du Mexique. Bon, ça c'est donc 1975 et ça 2002, oui. C'est-à-dire celui-ci, c'était dans une série de travaux sur Victor Ségalen.
dont toute l'œuvre est en grande partie centrée sur sa vie en Chine. Donc j'ai mis les 3 couleurs symboliques lamaïques à l'entrée. Tibet, une imagination. Les images comptent autant par le recto que par le verso. La séquence du livre, ce n'est pas une accumulation d'images, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui file d'image à image. Je t'ai reconnu Tibet roi, je t'ai dédié en métaphore le vin de la plus magique amphore. Moi-même suis là, gravitant, gravissant, escaladant, je t'offre Tibet mes pas errants. Non point au hasard, non point en amour de toi-même, mais seul du cortège pénétrant. C'est vrai ce que je te disais. Tu vois, comme c'est vrai ce que je te dis. Enfin, donc c'est une légende qui dit en italien Davvero Michele tutto questo è vero. Tout ça est vrai, tout ce que je te disais est vrai. Donc j'ai fait en 99, j'ai eu l'idée de faire un petit livre comme ça, qui n'est pas un livre, qui est juste un feuillet qu'on déplie, qui s'appelle L'apparition de Marcille Ficin au moment de sa mort, le 1er octobre 1499. Et j'ai fait ça le 1er octobre 1999. Et il y a une petite larme comme ça qui est une larme qui indique Davvero. Là on voit le justificatif de la date, 50 exemplaires, etc. Davvero Michele tutto questo è vero, la larme noire. Et là ça cache une 3e larme que j'ai faite d'un écaille d'ailes de papillon. Sur chaque page, au crayon à la mine de plomb. La main gauche suivant un certain tracé, et la main droite le reproduisant comme si j'étais moi un pantographe, quoi. Donc je me transformais en homéographe. Je lui donne une identité littéraire en la référant, en donnant comme titre à ce travail le nom de René Daumal. Donc s'il y a quelque chose de vrai dans ces clavicules, je n'oserais pas plus le signer de mon nom que la proposition 315 789 601 plus 2 202 333 égale 317 999 934, que je suis pourtant très probablement, proposition donc que je suis pourtant très probablement, le premier à avoir formulé explicitement. Il y a un lieu particulier qui est l'hôtel L'Allemand à Bourges, qui a servi de point de départ, et particulièrement une pièce dans cet hôtel, qui est un ancien oratoire, soi-disant oratoire, qui comporte un plafond décoré d'emblèmes assez complexes, dont on n'a plus la lecture. Donc j'ai plutôt voulu montrer que l'accès à la symbolique de ces images, au sens de ces images, était plus possible pour nous que par un effort soit de travail, d'érudition et de savoir historique, soit par une sorte de projection imaginaire qui n'est pas très courante maintenant pour nous. Qu'on le reçoive ou qu'on le perçoive, c'est autre chose, mais en tout cas, il est évident que ces images disent quelque chose qui est à lire comme un livre. Le travail a consisté à faire donc sur les emblèmes un relevé grâce au miroir, tout simplement en posant une feuille d'acétate sur le miroir lui-même et en gravant directement à la pointe sèche sur la feuille d'acétate ce que je percevais du plafond. Le déclic pour faire le livre, ça a été quand j'ai abandonné ces images au profit de l'évocation de l'outil lui-même.
Donc en tournant les pages se succédant recto verso comme ça, et se recouvrant et se découvrant l'une l'autre, on a une espèce de déclinaison mécanique, mais quand même très descriptive du fonctionnement du miroir lui-même. Alors ça, c'est un aspect des choses. Ensuite, j'ai synthétisé les images au plafond. Et c'est ces synthèses qui donnent des figures simplifiées, et néanmoins symboliques d'un certain point de vue. La nourriture odorante, l'œuvre au noir, la pensée myotique, le chiffre 100, l'effondrement de l'ordre social, l'ange, la décapitation, la psychogéographie, le corps féminin, le pavot, les phénomènes électriques, la panique, la cabale, la fuite, l'œil, Osiris, la putréfaction, l'alchimie, le corps mis en pièces, les étincelles, la destruction du feu, le dieu Argus, l'œuvre au pan, la multiplication, la fuite, la couronne, les interférences, interferencias. Enfin, l'idéal de présentation de ce travail, c'est évidemment ce que j'appelle justement un théâtre de la mémoire du pan. Et ça, c'est le 5e. Il y en a eu d'autres avant. Le premier, c'était en 1980, même un peu avant, je crois, qui ont pris des formes différentes suivant les lieux dans lesquels je les présentais. Et ces formes différentes, elles peuvent donner lieu à des livres ou pas. Mais là, le 5e, ça a donné lieu à ce livre. Les mots qui constituent ce théâtre de la mémoire, je n'y touche plus. C'est comme une photographie d'un moment qui était particulièrement occupé de certaines lectures, qui étaient celles que j'avais à cette époque-là, il y a 20 ans à peu près. Le fait qu'on s'arrête là, tu vois, le fait qu'on s'arrête à cette collection de mots, qu'on ne la change pas, ça fait comme si c'était une ossature. Et ces 109 mots, donc, ils sont comme des déclinaisons à partir du mot central qui est le mot pan. Pan, 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 pan. Le pan, donc le soleil, parce qu'on dit que c'est un oiseau de feu dans la légende, donc c'est aussi la couleur rouge, donc c'est aussi le Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de l'Est, qui est de couleur rouge, et ensuite de couleur rouge on passe au feu, et le feu ça va à la destruction, et qui conduit soit au démembrement, soit à la putréfaction. Le dieu Argus, la multiplication, l'alchimie. Il se trouve aussi que à peu près toutes les limites auxquelles on arrive dans ce diagramme sont toutes de l'ordre de la destruction ou de la dissémination, de la perte de sens. Alors ça, ce diagramme, en fait, il est venu à la suite du premier travail que j'ai commencé à faire sur les pans en 1980 à peu près, qui s'est conclu par ce livre qui s'appelle Pavot. Pavot, fragment sur le pan bleu, qui est constitué d'un certain nombre de textes, qui sont tous légendés par l'une des phrases du poème qui ouvre le livre.
la roue du ciel, la langue des oiseaux, le cri du paon, l'amour dans la forêt, le cri de l'amour, la solitude de l'amour, la verdeur de la forêt. Tout ça, c'est comme une sorte de litanie. Et ensuite, j'ai constitué ce système que j'appelle la panalogie. Pan, alias Léon, nouveau-né d'une splendeur monstrueuse, enfanté par Marie Rotonde et descendant du grand Pan-Cul, d'une puissance sexuelle jamais rassasiée. Pan, grand morceau d'étoffe, partie flottante ou tombante d'un vêtement. Le maître de la description du pan se sert de ce substantif pour désigner commodément le voile de la mariée. Pan, onomatopée, qui exprime un bruit sec, un coup, un éclatement. Panache, faisceau de plumes serrées à la base et flottantes à l'extrémité. Panche mala, moine lettré, titre pris par les incarnations successives et succulentes du pan-cul. Panard, pied, c'est le panard, expression trahissant l'autosatisfaction de celui qui tombe dans la panade. Panay, île merveilleuse, abusivement située dans l'océan Indien, patrie mythique du pancarte. Charte, document, vieux papier. Écriteau qu'on applique contre un mur. Panchromatique, sensible à toutes les couleurs. Il n'y a donc que le noir qui soit une véritable couleur, puisque toutes les autres en dérivent, ce qui est désigné par les cent yeux que les sages donnent à Argus, tous noirs, mais aussitôt qu'après la mort d'Argus, Junon eut mis ses yeux à la queue de son pan, tous se trouvèrent variés de différentes couleurs, et cela pour indiquer que toutes ces couleurs sortent de la couleur noire. La panalogie, pour moi, c'est un peu ça, ce que j'essayais de dire. Quand le théâtre de la mémoire du pan, c'est pour ça que ça s'appelle, oui, effectivement, théâtre de la mémoire du pan. Le pan étant le véhicule, en fait. Mais c'est par le pan que je décris ce théâtre que j'appelle un théâtre de la mémoire. Et théâtre, pourquoi ? Parce que ça se déploie. Ça vient d'une vieille histoire aussi de la Renaissance, là, de Giulio Camillo, qui avait fait un théâtre de la mémoire artificielle qui devait servir à François Ier, paraît-il, mais qui n'a jamais été fini. On imagine ce théâtre miniature dans lequel on pénètre et dont toutes les notions basiques de la conception de l'univers en relation avec la cosmogonie néoplatonicienne là étaient présents, et puis avec les détails dans lesquels on pouvait pénétrer en tirant des tiroirs, en déroulant des papiers, tout ça à l'intérieur de ces cases et tout ça. En évoquant tel ou tel aspect des choses, hop, on revient à la miniaturisation ou au temps ou à la mémoire. Et c'est un livre qui pour l'instant est à l'état de pièce unique parce que je ne l'ai pas réalisé autrement. J'ai été arrêté par un défaut technique, et que le support se détruit peu à peu. Donc je laisse dans cet état parce que comme il s'agit du temps et de la destruction par le temps, on est en plein dans le sujet. J'ai fait d'autres petits livres comme ça, minuscules. Il y en a un qui est fait aussi avec Jean-Jacques Sergent, qui est là à la fois l'éditeur, le co-éditeur, disons, et l'imprimeur. Et moi, j'interviens avec cette image qui illustre l'interjection A, parce que c'est dédié à Vénus, donc on dit A. Là, une petite gravure au burin, et à la fin, son double en empreinte. Voilà. Ces petits cœurs sont percés. Ami des muses, graveur et pressier. Alors ça s'appelle Le songe d'un panophile, et le texte qui est convoqué, qui est lu, c'est une petite partie d'un énorme livre du XVIe siècle, et dont on dit même que c'est le plus beau livre de la Renaissance, qui s'appelle Le songe de Polyphile. J'ai choisi une partie qui traite
d'un magnifique amphithéâtre merveilleux. Et j'ai choisi cette partie parce que le livre, j'avais le projet de le présenter dans un lieu circulaire. Quand on se pose la question de qu'est-ce qu'une image a à faire avec un texte, là on a, par exemple, on peut se dire qu'on va chercher des textes qui sont des images. Là c'est vraiment le cas. Finablement, nous parvînmes à une grande place devant la porte d'un excellent et merveilleux amphithéâtre, tel qu'oncle ne fut vu son pareil. C'était un monstre et prodige de structure, et plutôt ouvrage divin que fait par main d'ouvrier mortel. Notre venue fut par la grande voie au long de laquelle, de chacun côté, il y avait des petits tuyaux secrets qui jetaient incessamment eau musquée si parfaite que jamais plus douce odeur ne fut sentie. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi, ça, c'est autre chose. Un autre livre de lecture. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée de le faire, on m'a proposé une nouvelle traduction du poème d'Eliot. Le déclencheur pour l'identité du livre, ça a été de faire en sorte que le texte lui-même soit quelque chose d'illisible au départ. Sur cette première page, on a tout le poème, mais superposé à lui-même, donc illisible. Ensuite, on a une deuxième page dans laquelle il y a c'est pas très sensible tout de suite, mais il y a une superposition qui s'en va. Donc il n'y a plus que 13 pages. Là, il y en a 12, là, il y en a 11. Pour finir par une forme absolument inidentifiable à première vue, qui rappelle l'image première, qui est une photo d'un cerf mort dans la forêt en Sologne. Un autre livre de lecture. Voilà, c'est la lecture de Blaise Cendrars, Le lotissement du ciel, qui est construit en grande partie comme un commentaire d'un autre livre dont il parle dans une note, qui fait état des cas de lévitation avérés, c'est-à-dire des cas reconnus par les pères de l'Église comme étant authentiques dans l'histoire de l'Occident. Donc j'ai choisi de faire simplement un livre qui serait, enfin plutôt le livre serait fait tout simplement de la liste de ces gens qui ont fait de la lévitation. La liste en continue, mais à chaque page, chaque image, c'est la même liste dont on s'éloigne. Vu qu'on s'éloigne du texte, c'est comme si on lévitait soi-même. Et puis je me suis aussi permis de glisser des gens qui ne sont pas dans la liste officielle des lévitants. Et puis je tombe dessus, là, j'ai James Lee Byers. La dédicace ABC, évidemment, à Blaise Cendrars. Moi, c'est un ABC de la lévitation. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc il manque 2 lettres. Le sujet du livre, c'est un alphabet, dit inutile, interstice, juge, tatami. Hubble bubble. H. Un des poèmes réputés les plus obscurs, en tout cas qui a résisté beaucoup aux interprétations, qui est un avant-dernier ou un des derniers poèmes des Illuminations de Rimbaud. La lettre initiale H.
Et sur chaque page du livre qui présente du texte, c'est chaque fois une phrase du poème. Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d'Hortense. Sa solitude et la mécanique érotique, terrible frisson, sa lassitude, des dynamiques amoureuses. Sur le sol sanglant, et par l'hydrogène clarteux. Trouvez Hortense. Le rouge, le blanc et le bleu participent d'une simple rhétorique de marketing, des slogans utilisés pour rassurer les nations étrangères. Le noir est la vraie couleur de l'Amérique, couleur primordiale, éternelle, implacable, infinie, pleine d'affliction. La pesante parure de la conscience noire, et le savoir que la civilisation que nous avons fondée, la civilisation des centres commerciaux, de la subdivision et de la chirurgie esthétique en ligne, tout cela est bâti sur la couleur noire. Lorsque je portais le voile de la solitude et de l'annihilation, j'éprouvais sa noirceur, comme celle de tout ce qui précède, mais une noirceur essentiellement suggérée, un hurlement à l'intérieur de moi, une longue plainte sur l'histoire, sur le remords, sur la solitude et sur la folie, et le besoin de saisir tout cela d'une manière ou d'une autre. Et je l'éprouve encore. Mes racines, qui sont vos racines, remontent à la première syllabe du langage. Mes racines sont dans la peinture rupestre. Mes racines précèdent le premier pénitent qui essaya de se faire absoudre par un prêtre pétri de culpabilité. Mes racines précèdent la lumière du monde, plongeant dans ses ténèbres, une histoire d'honnêteté, de dignité, de courage d'une part, et de brutalité, de soif de sang et de massacre d'autre part. Être un Américain, être un citoyen de l'Occident, c'est être un meurtrier. Ne vous faites pas d'illusions. Couvrez-vous le visage.